ils ont essayé d'enterrer cette histoire. Raté. Parce qu'aujourd'hui, selon le contenu, la tentative de couverture autour de la mort d'Alex Jeffrey Peretti est en train de se fissurer en public. Et pas seulement chez les opposants, même des voix normalement alignées, même des groupes pro-deuxième amendement, même des figures de la sphère MAGA commencent à lâcher prise. Et ça, c'est rarissime. Voici le paradoxe qui devrait te glacer. On te dit que porter légalement une arme est un droit. Mais dans ce récit, le simple fait d'en avoir une sans la sortir devient une excuse pour mourir. Et si ça peut arriver à quelqu'un décrit comme un infirmier en soins intensifs dans une manifestation pacifique à Minneapolis, alors la vraie question c'est qu'est-ce qui te protège, toi, quand le récit officiel part en roue libre? Et surtout, pourquoi ce retournement interne arrive maintenant, aussi vite? Tu n'es pas en train de regarder un simple scandale. Tu regardes, dans ce contenu, un moment charnière où une version officielle s'est construite trop vite et où elle commence à se casser sous son propre poids. Parce que l'événement central est présenté comme net. Alex Peretti est à une manifestation pacifique à Minneapolis et tout bascule en quelques secondes. Mais ce qui rend cette histoire dangereuse, c'est ce qu'elle déclenche après. D'après le récit, une femme manifestante est brutalisée et aspergée de gaz. Alex voit la scène, il intervient et là, selon le contenu, les agents le gazent, le frappent, le plaquent en groupe, le jettent au sol, puis le tirent dessus au moins 11 fois. Et immédiatement, la machine politique aurait tenté de le salir après sa mort en le qualifiant de terroriste domestique, en insinuant qu'il représentait une menace. Mais voici la question qui retourne le cerveau. Si le narratif officiel était solide, pourquoi aurait-il besoin d'être poussé aussi agressivement, aussi vite, par des comptes comme la Maison-Blanche et des figures comme Stephen Miller? Et surtout, pourquoi des alliés habituels commencent-ils à dire eux-mêmes que ça ne tient pas? Parce que dans ce genre d'affaires, il y a un détail qui sépare une tragédie d'un basculement national. Et ce détail est déjà en train de ressortir. Et maintenant, on arrive au point où le récit officiel commence à se retourner contre ceux qui l'ont lancé. Le contenu fait une affirmation très précise. Oui, Alex Peretti avait une arme, mais il aurait eu un permis légal de port dissimulé et surtout, il ne l'aurait jamais sorti de son holster. L'arme était là où elle devait être tout le temps. Et si ça, c'est vrai, alors l'accusation « il était une menace » devient beaucoup plus difficile à vendre parce qu'une menace, ça se voit. Une menace, ça se manifeste. Là, au contraire, le contenu insiste sur l'inverse. Il aurait eu son téléphone dans la main droite et la main gauche vide levée au moment où il est attaqué. Mais voici le détail que personne ne peut ignorer. Le contenu suggère que ce ne serait pas lui qui aurait dégainé, ce serait eux. L'idée posée est glaçante. Des agents auraient mis la main dans le holster, retiré l'arme, puis construit une justification après coup alors qu'il n'y avait aucune menace. Et c'est exactement là que la story flippe, parce que tu passes d'un incident confus à une scène où le récit est fabriqué pendant que le sang est encore au sol. Notice ce qui manque dans la défense. Si c'était une attaque imminente, où est le moment clair où il pointe l'arme? Où est la seconde où il devient réellement dangereux? Parce que si ce moment n'existe pas, alors ce qui vient ensuite n'est pas une explication, c'est une couverture. Et c'est pour ça que même des gens qui ne devraient jamais être d'accord sur quoi que ce soit commencent à regarder la même scène et à dire la même chose. Et maintenant, l'histoire accélère parce que ce n'est plus seulement une mort choquante. C'est la normalisation d'un nouveau réflexe. Dans le contenu, on voit une réponse officielle qui ne ressemble pas à une enquête, mais à une menace. Des responsables, dont la secrétaire du DHS et la direction de la Border Patrol, auraient martelé une idée simple. Pourquoi porter une arme à une manifestation? Vous n'avez pas le droit. Vous allez mourir. Et là, l'Amérique se retrouve face à une contradiction brutale, presque absurde. Depuis des années, on te répète que le premier amendement et le deuxième amendement sont sacrés, jusqu'au moment où quelqu'un les exerce en même temps.
Mais voici où ça devient historique. Parce que ce type de basculement ne se limite jamais à un seul nom. Il crée un précédent. Et un précédent, c'est une permission. Si l'idée devient manifester plus port légal, cible légitime, alors tu viens de transformer une partie du pays en zone à risque permanent où l'exercice d'un droit devient une provocation. Et ce qui rend ça encore plus explosif, c'est la vitesse. Le contenu dit que l'administration n'a pas seulement accusé Alex Peretti, elle l'aurait sali immédiatement, le traitant de terroriste et d'insurrectionniste. Pas après une procédure, pas après des faits établis, mais comme une réponse réflexe. Et c'est là que la tension monte. Parce que quand un pouvoir commence à parler comme ça, ce n'est pas seulement pour décrire un événement, c'est pour envoyer un message au suivant. Et la question devient, ce message, il est destiné à qui? Et qu'est-ce qu'il prépare pour la prochaine fois? Et là, on atteint le moment où même les alliés naturels du camp Trump commencent à lâcher une phrase qu'ils ne lâchent presque jamais. Ça ne tient pas. Parce que dans le contenu, la tentative de justification ne s'arrête pas à « il avait une arme ». Elle se transforme en une histoire plus extrême. Certains comptes officiels et figures pro-Trump auraient insinué qu'il était un gunman, qu'il allait massacrer des agents, qu'il avait 2 chargeurs supplémentaires et qu'il était prêt à partir. C'est une narration de film d'action. Sauf que, d'après le contenu, le comportement décrit sur place ne correspond pas du tout à cette version. Et c'est là que la contradiction devient impossible à ignorer. Même des voix très à droite, même des commentateurs magaïches commencent à pointer le même détail. S'il avait eu l'intention de tuer, pourquoi ne pas avoir dégainé? Pourquoi être aspergé de gaz en essayant d'aider une autre personne au sol? Pourquoi ne pas faire ce que ferait littéralement quelqu'un qui veut tirer, reculer, sortir l'arme, viser, tirer? Un podcasteur pro-MAGA, Tim Pool, est cité disant en substance que l'homme semble avoir été désarmé avant d'être abattu et qu'il ne voit pas Trump gagner celle-là. Un auteur de Red State va encore plus loin. L'idée qu'il se soit approché avec l'intention de massacrer serait non-sens. Parce qu'il ne tire pas, il ne cherche pas l'arme. Et voici la phrase qui change la façon dont tu vois tout. Quand tes propres alliés commencent à contester ton récit, ce n'est plus une bataille d'opinion, c'est un effondrement de crédibilité. Et dans ce genre d'effondrement, la panique pousse toujours à faire une chose, verrouiller l'enquête. Et c'est exactement là que le contenu bascule en mini-crise totale parce que tout arrive en rafale, comme si le contrôle glissait des mains du pouvoir. Développement numéro 1. Le choc ne reste pas local. Le contenu dit que l'impact résonne à travers le pays et à travers le monde, au point de nourrir un mouvement boycott USA, boycott World Cup, déjà en train de grandir. Et l'argument est brutalement simple. Pourquoi aller aux États-Unis si tu risques d'être tué par la Border Patrol ou l'ICE? Ce n'est pas une polémique Twitter. C'est une peur concrète, vendable en une seule phrase et donc viralement dangereuse. Développement numéro 2. Au Congrès, même des républicains commencent à demander des comptes. Le président républicain de la commission Homeland Security est cité comme exigeant formellement le témoignage des responsables de l'ICE, de la CBP et de l'USCIS, avec une lettre qui dit en gros « Vous devez venir ». Quand ton propre camp demande une audition, c'est que l'affaire est devenue trop grosse pour être étouffée. Développement numéro 3. Côté démocrate, le contenu décrit un retournement sous pression. Des sénateurs qui auraient pu laisser passer un budget incluant le financement du DHS, de l'ICE et de la Border Patrol commencent à dire non. Chuck Schumer est cité. Ce qui se passe au Minnesota est appalling and unacceptable et il annonce qu'il votera non. Et là, la question qui fait mal, si l'appareil est innocent et solide, pourquoi tout le monde se met à courir dans toutes les directions en même temps? Pourquoi cette urgence, cette panique, cette accélération? Parce que quand un récit menace de s'effondrer, la dernière ligne de défense n'est pas la communication. C'est le contrôle de l'enquête. Et justement, c'est là que le contenu devient encore plus sombre. Et maintenant, on arrive à la partie la plus inquiétante du contenu, parce que là, on ne parle plus de narration, on parle d'accès aux preuves. Le récit affirme qu'un bureau du procureur du comté de Hennepin,
le comté où se trouve Minneapolis, a déposé une action en justice pour exiger un accès immédiat aux éléments fédéraux liés à la fusillade. Et selon le contenu, ce n'est pas un détail administratif, c'est un bras de fer, parce que l'accusation implicite est massive. Les agences fédérales refuseraient de laisser même le FBI mener l'enquête et empêcheraient les autorités locales, Minneapolis PD, le procureur général de l'État, de participer. Et là, écoute bien la logique, parce qu'elle est simple. Si tu es sûr de ta version, tu ouvres les dossiers, tu montres les images, tu coopères, tu laisses les faits parler. Mais si tu bloques tout, si tu fermes tout, si tu verrouilles l'accès, alors tu fabriques exactement ce que tu prétends combattre, la suspicion. Le contenu compare même cette méthode à une autre affaire en disant que la même chose aurait été faite après la mort de René Nicole Goode. Même schéma, même fermeture, même mur, et voici le reset mental. Ce n'est plus seulement un homme est mort. C'est qui contrôle la vérité après la mort. Parce que si l'enquête devient un territoire interdit, alors la question n'est plus que s'est-il passé? La question devient qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que tu vois? Et à ce moment précis, l'histoire cesse d'être un débat politique. Elle devient un test de pouvoir. Et ce test est en train d'avoir un visage, un nom, une vie, et ça rend tout plus réel. Et c'est là que le contenu fait quelque chose de très puissant. Il arrête de parler d'un symbole et il te ramène à un être humain. Parce qu'Alex Peretti, dans ce récit, n'est pas présenté comme un activiste professionnel ni comme un agitateur. Il est décrit comme un infirmier en soins intensifs, un ICU nurse qui travaillait au Minneapolis VA. Et ce détail n'est pas décoratif. Le VA, c'est l'hôpital des vétérans. Donc, la personne qu'on te décrit, c'est quelqu'un dont le travail quotidien était littéralement de maintenir des gens en vie, souvent dans les pires moments. Le contenu ajoute des images simples, presque impossibles à détester. Outdoorsman, dog dad, quelqu'un dédié au service. Et puis viennent les témoignages. Un collègue, Dr. Dmitri Danoka, dit « I loved working with him, a good, kind person who lived to help, and these efforts executed him. » Un autre témoignage raconte une promesse banale, déchirante. Parler entre patients de faire une sortie en mountain bike. « Well, that will never happen now. » Et là, l'impact te touche toi, pas un camp politique, parce que tu peux remplacer ce nom par quelqu'un que tu connais, un infirmier, un proche, une personne normale, utile, respectée. Et tu te rends compte que le débat, il avait le droit ou pas, devient secondaire face à une question plus froide. Si tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, et que le récit officiel te désigne, qui te récupère ensuite? Si ça te semble familier, dis-le en commentaire. Parce que ce genre d'histoire, quand elle arrive à ce niveau, ne disparaît pas. Elle s'accumule. Et dans le contenu, ce qui arrive ensuite, c'est la famille qui entre dans le récit. Et là, ça devient impossible à spin. Et là, tu arrives au moment où l'histoire cesse d'être un affrontement politique parce que la famille parle et ça coupe à travers tout. Le contenu cite une déclaration attribuée à la famille d'Alex Peretti. « We are heartbroken, but also very angry. » Ils le décrivent comme « a kind-hearted soul qui cared deeply pour sa famille, ses amis et les vétérans américains dont il s'occupait comme infirmier en soins intensifs au Minneapolis VA. » Puis, il lâche une phrase qui change le poids moral de toute la séquence. « Je n'utilise pas le mot héros à la légère. » Mais son dernier acte a été de protéger une femme. Et ensuite, il vise directement la bataille centrale. Les mensonges écœurants racontés sur notre fils par l'administration sont répréhensibles. Et ils ajoutent un détail concret, impossible à ignorer. Alex ne tient clairement pas une arme quand il est attaqué. Ils disent qu'il a son téléphone dans la main droite et la main gauche vide levée au-dessus de sa tête, pendant qu'il essaie de protéger la femme poussée au sol, tout en étant aspergé de gaz. Notice ce que ça fait, ça. Parce que là, tu n'es plus dans l'abstrait. Tu as une image, une main vide levée, un téléphone, un corps au sol, et une machine qui, selon le contenu, le traite ensuite de terroriste. C'est exactement le genre de contraste qui fracture une société. D'un côté, une scène humaine, de l'autre, une étiquette politique collée après coup. Et c'est là que le mécanisme systémique apparaît. Quand un pouvoir sent qu'il perd l'opinion, il ne cherche pas seulement à convaincre, il cherche à intimider. Et justement, dans le contenu, il y a un autre élément qui ressemble à une intimidation pure.
Une lettre, un chantage, et ça change l'échelle de l'histoire. Et voici l'insight le plus froid du contenu. Tout ça ne ressemble pas à une erreur. Ça ressemble à un système qui teste ses limites. Parce que pendant que l'affaire Peretti explose, le récit ajoute un autre événement, presque irréel, mais présenté comme connecté au même climat. Pam Bondi aurait envoyé une lettre au responsable du Minnesota disant en substance que l'ICE quitterait l'État si le Minnesota ne remet pas ses fichiers électoraux au régime Trump. Le contenu qualifie ça d'extorsion et l'interprétation est brutale. Utiliser la présence fédérale comme levier, comme menace pour obtenir une infrastructure électorale. Mais attends, ça va plus loin. Le contenu affirme aussi que le DOJ de Trump aurait tenté d'obtenir un mandat d'arrêt contre Don Lemon en passant par le 8th Circuit Court of Appeals, en contournant un juge fédéral, un juge nommé par George W. Bush, pendant que ce juge était chez lui avec son fils adulte handicapé à cause du froid extrême. Et ce juge écrit qu'il n'a même pas eu accès au dossier, que l'affaire était scellée, même pour lui, et qu'on lui donnait à peine 2 heures et demie pour répondre à une procédure qu'il ne pouvait pas lire. Voilà le mécanisme. Ce n'est pas seulement la violence, c'est la pression sur toutes les portes en même temps, rues, récits, tribunaux, budget, enquête. Et quand tu fais ça, tu crées une réalité où la vérité devient une ressource contrôlée, pas un fait partagé. Donc maintenant, tu as 2 trajectoires possibles et elles sont déjà en train de se former. Soit cette affaire devient un point de rupture, ou même les alliés refusent de couvrir, ou les financements se bloquent, ou les preuves sortent. Soit le système serre les rangs, verrouille l'enquête et transforme l'indignation en fatigue. Et la question finale, la plus dangereuse, c'est qui fait le prochain mouvement?